Et c'était pour vous montrer un petit peu, pour vous donner quelques indications sur la mobilisation du comité de sélection, notamment les groupes thématiques et l'importance d'une présence sur le terrain. Alors nous, pour nos bilans annuels, on nous a demandé un calendrier détaillé de l'ensemble des réunions qu'on tient. Donc ça a été fait depuis le début de la programmation. Du coup, on a une liste de réunions par an, et du coup, on a plus de 100 réunions par an, qui ne sont pas des réunions comme aujourd'hui, quoi. C'est des réunions bilatérales avec des porteurs de projets, qui peuvent être soit des réunions d'information, évidemment, ça a été plus au début du programme, soit des réunions pour structurer le projet, soit des comités de pilotage pour le suivi, sachant qu'il y a quand même pas mal de difficultés qui ont vu le jour dans certains projets et qu'il a fallu rattraper, redynamiser, avec lesquels il a fallu trouver des solutions techniques. Et puis, évidemment, tout ce qui va être aide à la liquidation, qui finalement n'est pas si compliqué que ça, parce qu'on a encore 2 bonnes années pour réaliser la liquidation. Donc, du coup, bah voilà, si tu veux bien passer, c'était juste pour rappeler les grands axes stratégiques, donc un peu comme tout le monde, hein, augmenter la valeur ajoutée, innover, faire connaître et mettre en valeur les métiers et les produits. Voilà, c'était ça. Donc, après, quand on parle du travail d'animation, nous, on a plus de 100 réunions par an sur le terrain, quoi, pour rencontrer des acteurs, pour aussi mobiliser de nouveaux acteurs, d'aller rencontrer des gens qui n'avaient pas été associés dès le début parce qu'ils ne font pas partie, je dirais, de la famille rapprochée que sont les pêcheurs et conchyliculteurs. Mais du coup, l'intérêt de ça, c'est que quand on a besoin de groupes de travail, eh ben, on a des gens qui ont répondu présent. Et quand on parlait tout à l'heure des groupes de travail thématiques, nous, on a ce que vous voyez apparaître, tout ce qui est installation, diversification d'activités, sensibilisation, communication, quelque chose qui est spécifique à la pression foncière, la commercialisation et le suivi des productions. Donc, si vous regardez précisément ce petit tableau, vous verrez qu'on a lancé plein de groupes de travail en début de parcours, mais qu'au fil du programme, ces thématiques ont été prises en main par d'autres partenaires. Et donc, c'est vachement intéressant parce que notamment le comité régional de la conchyliculture a pris à son compte tout ce qui concernait l'installation de la conchyliculture en lien avec l'État sur la pression foncière. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. On montre bien là l'intérêt du DLL qui est d'impulser des choses, mais pas de rester présent. Il ne s'agit pas de garder la main sur le programme, c'est vraiment de lancer des idées, de faire se rencontrer des gens, puis après, on se dégage, quoi. Les partenaires travaillent entre eux et avancent entre eux. Mais du coup, l'intérêt aussi de ces groupes de travail, c'est que ça a permis de légitimer un certain nombre d'actions, d'identifier des actions, de les monter ensemble. Et donc, sur le bilan de présence du comité de sélection, donc on a 20 structures dans le comité de sélection, et la moyenne sur les 11 comités de sélection qui ont eu lieu, c'est 15,5 sur 20. Donc, un décorum bien rempli, quoi, avec une forte mobilisation, et notamment une forte mobilisation des élus, parce que ces élus qui sont présents, il y a des maires, il y a des membres des élus des comités d'agglo. Ce qui a été intéressant, et je voulais juste vous le signaler, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire dans le DLAL, qui notamment en lien avec l'agriculture. Au tout départ, et je sais que certains d'entre vous l'avaient noté également dans leur candidature, on avait vraiment la volonté de rapprocher la valorisation des produits de la terre et de la mer. Donc ça, on s'est bien aperçu que c'était impossible dans l'administration du programme. Et du coup, moi, j'aurais pensé que le prochain DLAL aurait pu le permettre, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'on va vraiment plus vers l'économie bleue, le tourisme, le nautisme, etc. Donc nous, en parallèle du DLAL, on a monté un projet alimentaire de territoire pour faire ce qu'on n'a pas pu faire dans le DLL, c'est-à-dire essayer de faire de la communication croisée avec les agriculteurs, d'avoir une sensibilisation sur le milieu et la qualité du milieu, sur des bonnes pratiques environnementales, etc. Donc, dans le projet alimentaire de territoire qui a été labellisé là, en mars, et sur lequel on commence à avoir des financements, on a tout le lien terre-mer qu'on n'a pas pu mettre en place dans le DLL et qui va être affiché là. Donc, je vous le dis parce que c'est une opportunité que vous pouvez saisir dans vos territoires respectifs. Ce lien terre-mer, plus cette année, il y a eu énormément de financements sur les PAT. Donc voilà, je pense que c'est pas trop tard pour jouer ce lien terre-mer là-dedans. Tu peux passer, s'il te plaît, Serge. Voilà, sur les chiffres globaux, je ne vais pas rentrer dessus, c'est pas très intéressant. Ce que je voulais mettre en valeur, c'était la diversité des porteurs de projets. Alors, il y a à la fois diversité et pas diversité. C'est-à-dire que nous, en tant que structure porteuse, on a porté les 5 dossiers d'animation et 5 autres dossiers
pour faire avancer le schmilblick. Et c'est aussi intéressant quand on regarde la qualité des structures porteuses, de voir que par rapport à l'axe 4, où le portage avait été fait par une organisation professionnelle, le fait que ce soit porté par une collectivité, ça permet vraiment d'avoir des avances de trésorerie pour monter des projets qui seraient compliqués à faire porter par ailleurs. Donc voilà. Et sur la répartition, j'ai vu là tout à l'heure dans les remarques qu'il y avait des disparités entre pêche et culture marine. Ben, nous, ce n'est pas le cas. Donc sur les 37 projets, on en a 13 mixtes, 13 complètement culture marine et 11 pêche, ce qui est relativement équilibré. Et on a 15 porteurs de projets différents. Alors, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise privée. Ça a été que des organisations professionnelles ou collectives. Et ça a été une décision en fait, du comité de sélection dès le début de privilégier les projets collectifs. Et il m'avait dit, si on n'arrive pas à consommer l'enveloppe, on ouvrira au privé. Mais il y a tellement de choses à faire dans un premier temps qu'on va commencer par faire ce qui est structurant pour les filières. Et de fait, ça a été très structurant. Alors, la difficulté aussi, c'est que, et ça c'est peut-être un peu particulier, sur le plafonnement des aides. On a décidé aussi de privilégier, par rapport à l'axe 4, de privilégier les petits projets, ou en tout cas les projets de moins de 100 000 euros, pour favoriser la diversification. L'idée, c'est d'expérimenter, mais que tout ce qui est plus coûteux passe dans les autres mesures du FEAMP, dans les autres priorités du FEAMP. Et alors, autre chose aussi, c'est qu'on a pulvérisé notre enveloppe, mais là, dans les gestions, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais nous, on avait 700 000 euros, ce qui était pas grand-chose, en fait, pour l'ensemble des projets qui ont été menés. Donc, à partir de 2021, l'idée a été de fusionner les maquettes régionales, puisqu'on avait nos maquettes par Galpa. Donc, ces maquettes ont été fusionnées en 2021 avec un principe de premier arrivé, premier servi. Donc, nous, on n'a pas de suivi de maquette parce qu'on n'a plus de maquette. Donc, si on avait conservé la maquette, on serait à un taux de programmation de presque 120%. Donc, voilà, c'est un peu curieux. Et si on prend les chiffres plus détaillés, s'il te plaît, Serge, on va avoir, en nombre de projets, vu qu'on a plafonné, on a quand même un coût moyen de projet de 64 000 euros parce que sur les 37 projets, on en a 9 qui sont de l'Intergalpa. Bon, évidemment, quand on n'a pas de sous, on cherche à en piquer aux copains, mais ce n'est pas de piquer parce qu'on a vraiment des très bonnes relations avec nos partenaires de l'Aude, puisque la conchiculture, ce n'est pas que sur Thau, c'est aussi sur les tanks de 4, avec des professionnels très dynamiques. Du coup, c'était important de ressouder la conchiliculture autour de ces deux lieux, que sont l'Hérault et l'Aude. Donc, il y a eu des projets coûteux. Donc, si vous regardez l'ensemble du coût de projet, vous avez quelques projets qui dépassent les 100 000, mais qui sont des projets Intergalpa. Donc, sur l'ensemble de ces projets, on est à 64 000 euros de coût moyen. Et par contre, sur les fonds nationaux, là, vous voyez tout à fait qu'on n'a pas la même chance que certaines régions, avec la nécessité d'aller courir après d'autres financeurs, qui sont les intercommunalités et le département de l'Hérault. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours de mobilisation forte. Et du coup, c'est compliqué pour le montage et c'est compliqué pour la liquidation. C'est compliqué aussi pour les votes des intercommunalités qui souvent votent plus rapidement que les régions. Mais par contre, ce sont les régions qui vont définir les investissements éligibles et donc le montant qui va être pris en compte et qui n'est pas toujours le même que celui du dossier initial. Donc, en termes d'instruction, en termes d'administration, c'est l'enfer. C'est l'enfer notamment pour nos amis de la région qui sont aux manettes, mais c'est l'enfer pour nous aussi. Et pour les porteurs de projets, je ne vous explique pas. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des situations aujourd'hui où on a des gens dont on ne sait pas s'ils vont être financés ou pas, alors qu'ils sont pile poil dans notre stratégie. Voilà, c'était un peu pour vous présenter. Après, je peux vous montrer aussi, j'ai mis d'autres choses sur la façon dont on a évalué notre stratégie. Alors, il y a cet éternel problème du nombre d'emplois maintenus avec des critères qui sont différents, avec des modalités de calcul qui sont différents. Donc nous, au niveau des GALPA et de la région, on n'a pas encore fait ce travail d'homogénéisation des emplois maintenus. J'espère qu'on va le faire, on a encore 2 ans, d'ici fin 2023. Mais ce qui m'a paru important à souligner dans le bilan, au-delà des aspects chiffrés, le point fort de la stratégie des LAL par fiche action, et notamment dans le cadre de la fiche action 2 qui a été innovation,
c'est qu'on a essayé avec les professionnels d'aller vers des projets stratégiques qui dépassaient notre territoire, donc qui ont été à l'échelle de la région ou même de la façade méditerranéenne. Donc, on a notamment travaillé avec le CAT et l'ensemble des autres bassins de production méditerranéens autour d'une marque collective qui est Huîtres de Méditerranée, autour d'un contrat de filière conchilicole qui permet d'avoir une lisibilité à 2030 pour l'ensemble des projets conchilicoles. Du coup, ça a drainé après eux les pêcheurs qui se sont lancés dans une stratégie pêche en essayant de viser également un contrat de filière régional, ce qui serait intéressant. On a aussi mis en place un réseau de suivi, parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais donc on a la chance d'avoir des chercheurs dynamiques autour de taux, mais on a beau avoir les modélisations les plus performantes du monde, si on ne met pas des bonnes données à l'intérieur, on peut toujours faire tourner les moulinettes, quoi. Donc c'est ce dont on a discuté avec les pêcheurs et les conchiliculteurs, et l'idée a été de mettre en place un réseau d'observation lagunaire avec le CEPRAMAR, qui est le centre technique de la région Occitanie, pour récupérer des infos directement auprès des producteurs. Donc, on a une idée très précise des parcours zootechniques, du taux de chair, des mortalités. Quand il y a des soucis, les professionnels nous appellent en disant « attention, à telle zone, il y a de la mortalité ». Du coup, on a monté également un projet de recherche de pathogènes pour avoir des systèmes d'alerte et de mise à l'abri préventif. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses très structurantes. Et c'est sur cette base-là maintenant qu'on va pouvoir construire, travailler sur d'autres projets, peut-être un peu moins ambitieux, mais plus en lien avec des dynamiques d'entreprise d'ailleurs. Et puis, c'est aussi un gros atout dans notre future collaboration avec les autres filières de l'économie bleue, parce on peut être fier de notre bilan et on peut savoir ce que les filières veulent. C'est aussi l'inquiétude, elle est aussi liée au fait qu'il y a une forme de fragilisation de la pêche et des cultures marines, ne serait-ce qu'en termes de stratégie, et que du coup, par rapport au volant énorme du tourisme, en tout cas sur notre littoral, c'est important qu'ils sachent ce qu'ils veulent et ce dont ils disposent. Donc maintenant, ils ont des stratégies, ils ont des outils de communication, on a des outils de sensibilisation sur les métiers et les produits qui est un dossier intergalpa à l'échelle des 4 galpas. Donc on va avoir un centre de ressources avec tous les outils qui peuvent être utilisés par les écoles, des professionnels eux-mêmes qui font de l'accueil, des enseignants. Voilà. Donc tout ce DLAL FEAMP, il a permis vraiment de mettre au carré les choses et d'être prêt en fait pour cette ouverture à l'économie bleue et cette ouverture à d'autres axes stratégiques, on va dire. Voilà, alors après, si vous voulez continuer, un truc qui a été très important et qu'on n'a pas fait encore, comme beaucoup d'entre vous, c'est communiquer vraiment sur les résultats. Les résultats, on ne les a pas encore, globalement. Mais ce qui va nous paraître important, c'est de mettre en valeur les partenariats. Donc, vraiment, les fiches actions, pour nous, c'était des défis. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les financeurs et les porteurs de projets, mais aussi, pour répondre à la demande des élus locaux, d'avoir une carte interactive des projets. Et je sais que Brest l'a fait et je trouve que c'est super intéressant. Et donc, pour les élus, c'est important, en cochant sur leur commune, de savoir ce dont ils ont pu disposer. Et ça, c'est une demande forte. Je vous disais qu'on est très proche des élus locaux. On est proche aussi de leurs demandes, du coup. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est de dire, OK, nous, on va apporter des financements, même si c'est relativement marginal, enfin, c'est quand même 10% sur certains projets. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que nos habitants vont en ressortir de vos projets. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent, au final, qu'est-ce que l'usager, l'habitant, va en retirer de ces projets DLAL. Et du coup, c'est à nous aussi de travailler avec eux dans le prochain DLAL fait en pas pour savoir comment toucher le grand public, finalement. Voilà. Donc ça, c'est un défi, c'est une demande qu'on m'a faite. Ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Et si tu veux continuer, comme c'était un peu l'évaluation en lien avec la prospective fait en pas, je vous donne en gros la mise en œuvre du DLAL fait en pas en Occitanie. C'était un pré-projet le 1er avril dernier, le pré-dossier de candidature, une remise des dossiers finaux en juillet. Et voilà, donc on l'a fait. Et c'est là où on est content d'avoir un comité de sélection hyper mobilisé parce que ça a été hyper speed, quoi. Une autre particularité, c'est qu'on n'a pas les 25 000 € par GALPA pour élaborer les candidatures et puis faire l'évaluation. La région s'est
s'est appuyé sur un bureau d'études qui faisait à la fois l'accompagnement des GALPA et à la fois l'évaluation de leur candidature pour répartir les budgets. Ah ben voilà, ben moi, nous non plus, on les a pas eu. Donc, à ce jour, on n'en sait pas plus parce que voilà, le PO n'est pas finalisé. Donc, il y a peut-être des choses qui restent à établir pour nous répondre. Sur les objectifs, là, j'entendais la région Hauts-de-France là, qui parlait de complémentarité et de synergie. C'est aussi ce qu'on a essayé de mettre en avant en Occitanie. Et il y a autre chose qui nous a été imposée, alors je pense que ça va être valable pour tout le monde, c'est que les aides publiques attribuées au titre du FEAMPA devront contribuer à hauteur de 40% à la lutte contre le réchauffement climatique et l'amélioration de la performance environnementale et ou biodiversité. Ce qui veut dire que, si on a bien compris, en tout cas c'est ce qu'on a mis dans nos maquettes financières, 40% de l'ensemble des budgets devront être colorés environnement et économie circulaire, lutte contre le réchauffement climatique, donc il y a beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, c'est une contrainte forte. Donc on a essayé de s'y conformer, sachant que, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous on avait 2,4 millions pour le FEAMP, et on aura 3 millions d'euros sur 6 ans pour le FEAMPA, à 3 ou 4 GALPA, a priori les 4 partent, ce qui veut dire que ça ne fait pas beaucoup plus d'argent, alors qu'on a un élargissement à beaucoup plus de catégories. Enfin, en tout cas, les filières de l'économie bleue sont énormes. Si tu mets la diapo suivante, Serge, s'il te plaît, tu vas voir qu'on a du coup dû travailler à une autre échelle, parce qu'on travaillait à l'échelle d'une seule intercommunalité, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler maintenant, on passe de 18 à 36 communes, plus 2 petites communes avec des pêcheurs là, qui étaient orphelins dans leur coin. L'idée, c'est d'avoir le même périmètre pour le DLAL et pour le PAT. Donc nous, on n'a pas de programme leader, hein, parce que voilà, c'est pas possible, on n'est pas assez ruraux. Mais par contre, on a ce PAT qui est l'opportunité. Et le DLAL va être confronté à une situation complexe parce que sur notre territoire, donc sur ce nouveau territoire de 36 000 communes, on a environ 200 000 habitants et on a chaque année 2 fois plus de gens qui viennent. Donc, on peut passer de 200 000 à 600 000 personnes sur le périmètre en lien avec la fréquentation touristique qui est monstrueuse. Donc, du coup, nous, c'est là-dessus qu'on a tablé sur l'économie bleue, sachant que si on compte l'ensemble des entreprises de l'économie bleue, on en a 80% qui sont en lien avec le tourisme. Donc, pour nous, le tourisme est saisi comme une opportunité et on va essayer dans la future stratégie de mobiliser tout ce qu'on pourra pour que les touristes entendent parler et soient plus que sensibilisés à l'opportunité d'aller visiter des zones de pêche, des masses conchilicoles, de consommer des produits locaux. Donc, c'est notre grosse cible, quoi. Sachant que donc il y a un bureau d'études qui a fait une étude sur l'économie bleue en Occitanie et le territoire de Thau, tel qu'il vous est présenté là, c'est 50% de l'ensemble des entreprises économie bleue de la région. Donc, c'est monstrueux, en fait. Et c'est aussi un risque que si on avait ouvert la stratégie à tous les porteurs de projets potentiels autres que les filières pêche et culture marine, c'était juste ingérable, quoi. Donc, on a beaucoup cadré, en fait, dans ce contexte. Après, si vous voulez, la dernière slide, c'est les fiches actions qui commencent à circuler, puisque nous, on les a rendues. Donc, autant que ça, d'une part, que ça vous soit utile et que d'autre part, vous puissiez les commenter et critiquer. Donc, le plan stratégique qu'on a retenu, c'est tout ce qui est environnement, préservation de la biodiversité. Le SMBT travaille aussi sur Natura 2000, donc on va avoir un groupe de travail commun entre le DLAL et Natura 2000 autour des questions de biodiversité. Donc ça, c'est la première fiche action. La deuxième, c'est vraiment conforter la place sociale et économique des filières pêche et culture marine sur le territoire, avec ce qui est vraiment prioritaire, c'est faciliter l'installation et la transmission d'entreprises. Donc, on a tout un travail qui a été engagé avec la Chambre d'agriculture qu'on va prolonger. Puis évidemment les grands classiques, la valorisation des produits, l'aménagement des structures pour vendre et stocker les productions. On a eu tout un boulot qui a été fait sur la stabulation de produits pour différer les périodes de commercialisation, donc on va capitaliser là-dessus. Et la troisième chose, c'est justement cette interface dont je parlais tout à l'heure entre les filières pêche-culture marine et l'économie bleue. Donc c'est tout ce qui va être la diversification, l'ouverture au public, la dégustation. Il y a
l'État est hyper présent chez nous et conduit un travail partenarial remarquable autour de la dégustation. Donc, vraiment, on a de la chance et on va capitaliser sur cette dynamique locale. Il y a toute une communication à développer, de la sensibilisation. Alors, l'intérêt, c'est que maintenant, on a un centre de ressources régional. Donc, on va capitaliser là-dessus et on va essayer d'aller à la conquête de Toulouse. Et puis, donc, il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette mutualisation d'équipements avec plusieurs filières qui va peut-être nous aider à créer de nouvelles relations basées non pas sur le conflit, mais sur la complémentarité. Puis après, coopération, animation, comme tout le monde. Donc, voilà où on en est. Et ça a été vraiment intéressant. Bon, on l'a fait à toute blinde, cette candidature, mais on a été vraiment surpris de la mobilisation locale. Et donc, ce DLL, FEAMP, il a vraiment permis ça, de créer de la confiance et du coup de potentiellement aller vite vers l'essentiel. Voilà, donc toutes ces infos ont été transmises aux membres du comité de sélection, voilà, pour qu'ils sachent à quelle sauce on va être tous mangés l'année prochaine. Merci Béatrice d'avoir partagé les éléments du bilan et puis des perspectives aussi sur le GALPA. Je ne sais pas, Serge, au niveau timing, si on a le temps peut-être de faire… On est pile poil niveau timing pour faire un petit break. Mais après, c'est vrai que c'était une présentation très, très riche hein, et super intéressante, je pense, à la fois sur la manière d'avoir pratiqué un peu le bilan et ce que ça ouvre comme possibilité, les choix qui ont été menés, enfin, qui ont été pris. Je retiens notamment voilà, ce que tu as dit sur ce choix vraiment stratégique de se concentrer sur les projets collectifs et structurants avant d'ouvrir aux acteurs privés. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de questions et puis de choses qui peuvent être développées là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier de la part des participants. On peut peut-être laisser 1 ou 2 minutes avant de faire un petit break. Très rapidement, il y a eu une question dans le chat de la part de Julie qui demande si ces diapos peuvent être accessibles. C'est vrai qu'elles nous ont été communiquées, Béatrice, tu nous les as envoyées à l'équipe d'organisation. Est-ce que tu serais d'accord qu'elles soient partagées plus largement? Pas de souci. Très bien. Dans ces cas-là, je vous propose qu'on fasse un envoi à la liste des participants à la sortie par email. Moi, j'ai une autre question aussi, plus d'ordre général. Dans vos GALPA respectifs, il y a combien de membres? Entre 15 et 20, plus de 20, et quel serait, je dirais, selon vous, le nombre le mieux adapté? Vous pouvez répondre à l'écrit ou à l'oral. Aline répond à l'écrit, c'est très bien. Ouais. Ok. Ah oui, 30. Putain, ouais. Ah ouais. Ok. Je voulais revenir aussi, Béatrice, sur un point que tu as donné, parce que voilà, toujours on remet un petit peu le positionnement du secteur pêche aquaculture par rapport à l'économie bleue. Ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est la manière dont vous avez amené à travers ces différents projets, que ce soit avec le CEPRALMAR, avec ces différents projets de veille sur des sujets environnementaux, un peu la pêche et l'aquaculture deviennent un peu les portes d'entrée pour les autres secteurs de l'économie bleue, un peu comme les témoins ou les premiers témoins du milieu dans lequel les autres activités vont se développer. Donc, c'est une bonne manière de les prioriser, en tout cas de les rendre incontournables pour le développement d'autres actions. Je suppose que c'est un peu l'objectif de ces stratégies. Alors, on partait pas de rien, puisque la pêche et les cultures marines, ce sont les vocations prioritaires du SCOT. Donc, elles ont déjà été vraiment le socle de l'élaboration des projets d'aménagement du territoire. Donc, c'était assez légitime. Il y a toute une histoire de la participation et de la mise en avant de ces filières depuis 2005. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et alors, dernier point, parce que tu as parlé de ce projet alimentation territoire, le PAT, qui est super intéressant aussi pour faire ce lien de terre-mer. Tu parlais des financements de ce type de cette stratégie. Elle vient d'où?
Alors, c'est la DRAF, enfin, c'est France Relance qui a mis en place des budgets hyper importants. Donc, on a un animateur qui est financé pendant 2 ans et on a des projets qui ont été lancés et sur lesquels on a fait des propositions. Il y a notamment tout un travail autour des déchets de poissons et des déchets coquillés en lien avec les grandes surfaces. Et il y a toute une sensibilisation des enfants à l'alimentation locale et notamment autour des produits de la mer. Et tout ça, c'est financé. Donc, Et donc, c'est financé c'est financé à hauteur de 70% sur des fonds nationaux, exclusivement, pas de fonds communautaires. France Relance, tu balances un devis et tu as des sous. Hein. Donc, il fallait être prêt. Nous, on était prêts, on a eu cette chance-là. Mais non, mais c'était un truc de fou. Hein. Pour vous dire, l'appel à projet, il a été lancé fin novembre, début décembre. On a été labellisé en mars. Bon, on a fait un PAT entre genre Noël et Nouvel An, hein, puisqu'il fallait le déposer avant le 10 janvier. Mais voilà, c'est pour vous dire que toute la réflexion qu'on avait montée dans le DLL sur la valorisation des produits, le lien terre-mer qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre, eh ben, on l'a transféré directement là avec un partenariat avec tous les acteurs pêche et culture marine qui sont partenaires du PAT du coup. Est-ce qu'il y a d'autres… Alors, on termine, après, on fera une petite pause. Hein. On va tous aller boire un petit verre d'eau, ou un thé, ou un café. Mais est-ce qu'il y a d'autres territoires qui se sont lancés aussi un peu dans cette opportunité de France Relance, donc avec ce même type d'ouverture de budget? Moi, j'avais levé la main, pas pour ça, mais je peux y répondre. Nous, on est en train d'écrire aussi un PAT, donc j'avais échangé avec Béatrice là-dessus. Sur notre PAT, on a 2 axes. On a le foncier agricole, donc forcément, ça ne nous concerne pas forcément trop dans le DLL, mais on a aussi la place des produits bio locaux et dans les produits locaux, les produits de la mer locaux en restauration collective. Et c'est là où tout le travail qu'on a mené dans le cadre de l'axe 4, et il y a un projet aussi qu'on a apporté dans le cadre du DLL FEAMP, et dans mes missions suivies, va vraiment être intégré justement pour être dans cette dimension restauration collective. Donc, voilà. Moi, j'avais juste une remarque, Béatrice, tu m'avais transmis hein, ton plan de stratégie, et c'est vrai qu'en échangeant au niveau régional avec les autres animateurs, on s'était fait la réflexion que j'espère vraiment pour toi que ta stratégie va passer, parce que pour le coup, elle est vraiment voilà, bien cohérente et tout. Mais nous, à lire ça, au final, il n'y a que la fiche action 3 qui pourrait relever du DLL sur notre région, en tout cas telle qu'elle nous explique le DLL fait en pas. Et c'est vrai qu'on voit que voilà, quand on restreint les stratégies autant que ça, il ne reste pas forcément grand-chose derrière. Pour te répondre, en fait, nous, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quelles vont être les actions de la région dans les autres axes, dans les autres priorités du fait en pas. Du coup, on a monté un peu notre stratégie à nu, sachant que par contre, nous, la fiche action 1, elle était obligatoire. Donc, c'est vraiment étrange. Les interprétations du PO sont vraiment très Ouais, différentes. alors, c'est vrai que nous, on nous met l'accent sur la contribution au 40% changement climatique, 40% environnement. D'ailleurs, nous, on nous dit les deux. Un coup, c'est cumulé, pas cumulé, donc on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Mais clairement, ta fiche action 2, nous, en Nouvelle-Aquitaine, c'est typiquement quelque chose qui renverrait vers les priorités 1 et les priorités 2. Sauf à ce que ce soit des projets collectifs pêche aquaculture, auquel cas, effectivement, là, ils ont toute leur place dans le DLL. Mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué hein, parce que ça revient un petit peu à ce qu'on se disait aussi en début de réunion sur les échanges et les possibilités d'échange entre GALPA. On voit que des fois, on essaye d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des thématiques, des choses comme ça, et au final, on est très vite confronté à notre régionalisation, et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour nous d'avancer conjointement par rapport à cet aspect-là. Merci Aline et Béatrice. On va faire une petite… J'avais levé la main aussi. Donc je ne voyais pas les mains levées, moi. Non, mais je prends aussi l'occasion j'ai une partie de la réponse avec ce que nous a précisé Béatrice, parce que ce qui est très surprenant quand on regarde un peu l'Occitanie, il y a quand même pas mal d'annonces au niveau régional sur le plan Littoral 21, une volonté d'engagement très fort
de la région sur les problématiques de développement de l'économie bleue, hein. Et c'est vrai que tel que ça a été présenté, tel que tu l'as présenté, on voit bien que c'est un dossier qui est proposé d'éligibilité au FEAMP et trouver la fonction de raccord entre ces orientations un peu plus descendantes de la région. En fin de compte, on voit que tu te fixes sur les objectifs du FEAMP. On trouve pas, et on ne voit pas forcément trop le lien avec la stratégie que pourrait porter ou que porte, ou tel que je peux comprendre, ne porte le Conseil régional de l'Occitanie sur le sujet. Et avec la vraie difficulté que je vois derrière, c'est que toutes ces actions sont toutes louables, mais elles sont quand même dans un mode, quelque part, de projet qui reste dépendante de la programmation. Donc, et si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, et indépendamment de toute l'énergie qui aura été dépensée ou qui sera en perspective. Donc c'est peut-être je ne vais pas dire qu'on va commencer déjà la discussion du point d'après de l'agenda, mais ça peut aussi interroger sur comment développer son plan stratégique par rapport à des cadres stratégiques, notamment du régional ou national, pour pouvoir répondre à la fois et surtout la pérennité de l'action. Parce que là, plus personne ne peut dire que le GALPA, quand j'entends toutes les actions qui sont proposées sur les suivis de mortalité, c'est des activités qui ne peuvent pas être financées que sous réserve de disponibilité d'argent FEAMP. Donc pour moi, c'est des activités qui sont quasiment des missions de service public qui doivent être maintenues et avec du financement pérenne. Sinon, on peut aller dans le mur en certains cas ou épuiser les bonnes énergies. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, il y a une stratégie régionale dans le littoral, dans normalement les PIA3, les programmes d'investissement d'avenir, programme littoral. Moi, je vous parle que du DLAL FEAMP. Le SMBT travaille sur un Bluto Lab, qui est un living lab sur tout ce qui est maritime, mais y compris l'érosion, etc., qui finance une partie des projets qui ont été impulsés par le DLAL FEAMP et qui après sont financés autrement. Donc, il y a vraiment des liens. L'intérêt aussi que le DLL soit porté par une structure qui porte le SCOT, le SAGE, Natura 2000, un PAT, etc., c'est que du coup, on peut lancer des initiatives, mais que les financements, après la petite phase d'expérimentation, peuvent être transférés ailleurs. Et donc, dans le réseau d'observation lagunaire, on a financé la première année au sein du DLL, le temps que les financements au titre du PIA3 soient opérationnels. Donc, ça sera continué dans le PIA3. Donc, il y a une vraie recherche de lien avec tous les programmes qui sont autour du monde maritime. Où on est, mais bon, tout le monde le sait maintenant. Vas-y, Serge, s'il te plaît. Voilà, c'était ça. Donc, après, quand on parle du travail d'animation, nous, on a plus de 100 réunions par an sur le terrain, quoi.